Pas pu rentrer, leur dire que vraiment je suis désolé, leur dire que la prochaine fois nous prendrons encore plus grand et nous serons encore plus nombreux. Mais quel plaisir de vous voir si nombreux ici, quel plaisir d'être enfin à Bordeaux. Je vous avoue que je ne me lasse pas de me balader le nez au vent dans les rues de votre cité. J'y admire l'élégance des façades, la beauté des perspectives, l'équilibre harmonieux des places. Bordeaux est à mes yeux une des plus belles villes de France et pourtant la lutte est de haut vol. Bordeaux incarne ce raffinement français des XVIIe, XVIIIe siècles, qui est pour moi le sommet de notre civilisation. Je vais vous faire une confidence, c'est le sommet de toute civilisation. Ce mélange unique de charme artistique et de rigueur géométrique, de féminin et de masculin, de créativité foisonnante et d'autorité de l'État, de sud et de nord, de désordre tout italien et de rigueur toute germanique. Même la laideur, et Dieu sait si les bâtiments modernes édifiés sous les mandats de Jacques Chaban-Delmas ne sont pas beaux. Mais même la laideur est une sorte d'hommage du vice à la vertu, comme si on avait posé ces cubes de béton sans grâce pour mieux mettre en valeur le sublime des façades de pierre qui trônent juste à côté. Oui, Bordeaux est pour moi une sorte de décor de théâtre où j'ai l'impression que vont venir à moi à tout moment, à ma rencontre, un Jean Racine, un Molière, un Voltaire ou son amie Madame du Châtelet, pour une conversation raffinée sans être ennuyeuse sur la vie et la mort, l'homme et le destin des nations. Montesquieu, né à quelques kilomètres de là, écrivait lui-même que l'air, les raisins, les vins des bords de Garonne et l'humeur des Gascons sont d'excellents antidotes contre la mélancolie. Il avait ô combien raison. Cette ville et toute cette région dégagent une douceur unique pour celui qui cherche le bonheur. Mais attention, la douceur n'est qu'apparente. L'Aquitaine est rebelle. Ici, on est farouchement indépendant depuis des siècles. C'est que la région n'est pas arrivée sans peine dans le royaume de France. Le moins que l'on puisse dire est qu'elle a su se faire désirer, tantôt ennemi, tantôt vassal, parfois allié, toujours semblant hésiter entre l'Angleterre et la France, entre la mer et la terre. L'Aquitaine ne s'est pas livrée sans combat. Elle garde de cette époque cet esprit d'indépendance, cette fierté qui caractérise le sud-ouest que l'on aime. Bordeaux et l'Aquitaine, c'est encore davantage que l'indépendance, c'est encore davantage que la rébellion. C'est l'appel du grand large, c'est l'esprit du commerce et du grand commerce, du commerce international, qui ajoute une touche de complexité supplémentaire à la culture de ce peuple de paysans que fut longtemps le peuple français. C'est l'esprit aussi des contre-pouvoirs, si utile lorsque le pouvoir est trop fort. C'est l'individu contre l'État, c'est la tolérance de Montaigne contre le fanatisme des guerres de religion, c'est l'équilibre des pouvoirs de Montesquieu contre la monarchie absolue, c'est la modération libérale des Girondins contre la fureur tyrannique et pré-totalitaire des Jacobins. Certains pourraient s'étonner de me voir faire l'éloge de ces vertus que, il est vrai, je n'ai pas l'habitude d'exalter. C'est que tout est question de moment et d'équilibre. Notre drame aujourd'hui n'est pas l'État trop fort, mais l'État trop faible. Il n'est pas dans les minorités persécutées par la majorité, mais au contraire dans la majorité tyrannisée par les minorités.
Notre drame n'est pas dans l'excès de protectionnisme qui étoufferait nos entreprises, mais dans les dérèglements d'un libre-échange devenu fou qui ravage nos industries et détruit nos emplois. Nous ne souffrons pas d'un manque d'indépendance de la justice, mais au contraire, de juges qui, bien souvent, imposent leur vision du monde aux législateurs et ne se contentent plus d'être la bouche de la loi, mais ont la prétention de dire le droit au nom de leur idéologie. Alors, comme toujours dans notre histoire de France, Bordeaux est ambivalente et pétrie de contradictions. Bordeaux, c'est à la fois le patriotisme élégant d'un Chaban-Delmas, la technocratie rigoureuse d'un Juppé et les charges ridicules des Verts contre les sapins de Noël. Comment vous dire ce que je pense sans être impoli? Disons que à la mairie de Bordeaux aussi, c'était mieux avant. Oui, l'Aquitaine ambivalente, l'Aquitaine pleine de contradictions, l'Aquitaine à la fois française et anglaise. D'ailleurs, elle a offert toutes ces contradictions dès le Moyen-Âge, en nous offrant l'une de ses plus fascinantes figures de notre histoire avec Aliénor d'Aquitaine. Cette reine de France, devenue reine d'Angleterre, domine en effet tout le XIIe siècle par son intelligence et son courage. Un esprit farouche, ah oui certes, qui n'a pas eu besoin de la politique des quotas si chère aux féministes d'aujourd'hui pour exister. Un esprit fort, tenace et persévérant qui n'a jamais quitté les habitants de Guyenne et de Gascogne depuis des siècles. Vous voulez un conseil? Conservez et préserver ce caractère si particulier, nous allons en avoir besoin. Ouais. Cet esprit d'entreprendre, ce goût du risque et ce choix de l'audace, si bordelais, si aquitains, n'ont jamais été aussi nécessaires. Mais désormais, l'indépendance et la liberté coûtent très cher en France. Je pense aujourd'hui en particulier aux artisans, aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise. Ceux qui se lèvent le matin avec la responsabilité de leur famille sur leurs épaules alors que les charges s'accumulent. Ceux qui pensent à leurs salariés et qui ne peuvent pas embaucher. Ceux qui voudraient transmettre leur entreprise à leurs enfants, mais qui sont empêchés par la fiscalité. Ceux qui voudraient transmettre leur savoir-faire aux jeunes générations, mais qui ne trouvent aucun apprenti motivé. La France de ceux qui se plaignent, la France de ceux qui ne se plaignent pas et ne cassent rien. La France, au contraire, de ceux qui réparent et qui bâtissent. Pourtant, ces Français sont totalement absents de l'agenda médiatique. C'est simple, on ne parle jamais d'eux. Ils ne font jamais la une, on ne se préoccupe guère de leurs problèmes. Et pour cause, ils ne se plaignent jamais, ils travaillent en silence, avec dignité et abnégation. Ces patrons de PME, de TPE, de TI, ces boulangers, ces bouchers, ces artisans, ces agriculteurs, tous ceux qui se lèvent tôt, se couchent tard et ne comptent pas leurs heures, sans eux, l'économie française serait à l'agonie. L'essentiel de la croissance, de la création d'emplois, de l'innovation est porté par ces petites et moyennes entreprises qui se démènent en silence pour faire vivre leur activité. Oui, ils se démènent, car ils ne souffrent pas seulement de la concurrence, ils doivent aussi affronter une bureaucratie administrative et fiscale qui semble avoir parfois pour mission de couler à tout prix ceux qui travaillent dans ce pays. Incapable de faire régner l'ordre face à la racaille, l'État se rattrape en multipliant les complications inutiles. C'est sa manière à lui d'exister, en faisant pleuvoir une pluie de contraintes,
d'interdictions, de réglementations. Cette prolifération de textes n'est pas une preuve de l'efficacité de la machine étatique, c'est même l'exact contraire. C'est parce que cette machine tourne à vide qu'elle est si bavarde. On a oublié depuis longtemps l'injonction de votre compatriote, de votre pays, Montesquieu, il ne faut toucher à la loi que d'une main tremblante. La furie réglementaire de l'administration n'est que l'autre face de son impuissance. L'État croit se renforcer en multipliant les règles. En réalité, il s'alourdit et perd toute capacité d'action. Mais pour nos chefs d'entreprise, cette inflation normative est dramatique. Comment obéir à une loi qu'on ne comprend plus et qu'on ne connaît plus? La conséquence pratique et concrète de cette complicité, c'est le pouvoir de l'arbitraire. On croise les doigts, pour être en règle, et on fait tout pour rester dans les clous, en attendant le moment fatidique où l'administration vous punira pour un minuscule détail. C'est cruel, c'est injuste, et c'est contre-productif. Une injustice qui touche toujours les plus modestes. Les grandes entreprises, elles, ont les moyens d'employer tous les fiscalistes, les juristes, les spécialistes des relations avec l'administration. Mais vous ne pouvez pas. Artisans, indépendants, dirigeants de PME, vous êtes seuls face à la marée des formulaires, au tsunami des normes sociales, des normes fiscales, et les dernières, les normes environnementales. Je le répète, la première chose à faire pour aider nos entreprises et tous ceux qui y travaillent, c'est de purger ce marécage de normes. C'est libérer l'économie, restaurer les fonctionnaires dans un véritable service à la population et sortir les Français de cet enfer bureaucratique qui hante leur quotidien. Il faut donc créer un haut commissariat à la simplification administrative qui serait directement rattaché au président de la République. Son travail serait de revenir à un cadre clair, débarrassé des lourdeurs qui pèsent sur les ménages, sur l'entreprise et qui pèsent sur l'État lui-même. La simplification des règles est une première étape indispensable, incontournable pour redonner de l'oxygène à nos entreprises. Elles doivent se concentrer sur leur métier, sur leur profit, leur rentabilité, sur la qualité de leurs produits. Seconde étape, aussi essentielle que la première, il faut baisser la fiscalité des entreprises. Car les entreprises sont devenues la vache à lait d'un État nounou qui déverse ses bienfaits sociaux sur un tiers-monde qui a élu domicile chez nous. Il faut arrêter cette gabegie qui empoisonne le pays et se souvenir qu'à travers les entreprises, c'est toujours sur des Français qu'elles pèsent en dernier ressort, sur les salariés dont la paye est réduite, amputée, et sur des consommateurs qui voient les prix s'élever. La fiscalité des entreprises est d'autant plus injuste qu'elle pèse surtout sur les plus petits. En 2019, les PME payaient en moyenne 24% d'impôts sur leurs bénéfices, alors que les grandes entreprises, elles, n'en payaient que 18%. Il faut donc prendre des mesures radicales pour redonner de la liberté à ceux qui font tourner l'économie de ce pays. Il faut relever le plafond du taux réduit de l'impôt sur les sociétés pour redonner des marges de manœuvre aux PME et TPE. Il faut continuer à baisser les impôts de production, cette fiscalité la plus bête du monde que la France s'inflige toute seule et pénalise nos entreprises sans relation avec leurs bénéfices. Alléger la fiscalité aujourd'hui pour embaucher demain et conquérir de nouvelles parts de marché après-demain. Il faut retrouver une compétitivité au niveau de nos voisins européens qui permettent à nos entreprises de repartir à l'abordage du monde.
même. L'État doit prendre sa part de responsabilité et favoriser nos petites et moyennes entreprises par la commande publique, comme le font les États-Unis, la Chine ou même l'Allemagne. Encore aujourd'hui, en 2021, nous apprenons régulièrement que l'administration a passé commande auprès d'un groupe étranger. C'est absurde, c'est irresponsable. L'argent du contribuable doit privilégier en priorité nos entrepreneurs et nos travailleurs. L'État doit aussi encourager, et quand je dis encourager, je veux dire contraindre, nos grands groupes à changer leurs habitudes, à passer commande auprès de nos PME, de nos entreprises, comme le font les entreprises allemandes. Tout ceci dans un but, permettre à nos entreprises d'investir, de se développer et surtout de se transmettre. Car en Italie ou en Allemagne, l'industrie est portée par une multitude d'entreprises familiales gérées de génération en génération, préservant ainsi le savoir-faire et les emplois enracinés dans leur territoire. En France, c'est quasiment impossible. La lourdeur des droits de transmission et la complexité du fameux pacte Dutreil, inventé pour réduire ces droits, contraint souvent les héritiers à se séparer de l'affaire familiale quand celle-ci n'est pas purement et simplement cédée à un groupe étranger. Après des décennies de sacrifices, de travail, de taxes, d'investissements et parfois d'innovation, nos entreprises se voient contraintes de se vendre au plus offrant. Pour préserver notre tissu économique et notamment industriel, il faut donc exonérer de droits de donation la transmission d'une entreprise familiale. C'est une mesure certes radicale, mais elle est à la hauteur de l'urgence. Un dirigeant de PME et d'ETI sur 3 est âgé aujourd'hui de plus de 60 ans. Ces dirigeants veulent maintenant transmettre le flambeau, confier le travail d'une vie, de leur vie, à une nouvelle génération. Aidons-le, aidons-les et aidons ceux qui veulent reprendre ces entreprises. Ouais. Il faut aider à prospérer pour aider à transmettre. C'est là le cœur de notre politique. C'est ce que nos adversaires n'ont jamais compris. Notre vision de l'économie n'est pas celle de la croissance pour la croissance, de la société de consommation comme unique horizon d'un homo economicus calculateur et déraciné, noyé dans les eaux glacées du calcul égoïste, selon la célèbre formule de Karl Marx, agrippé à son pouvoir d'achat qui travaille pour consommer et consomme pour travailler. Notre économie et nos entreprises, nos champions et nos PME, nos artisans et nos ETI, nos entrepreneurs et nos ingénieurs, nos ouvriers et nos salariés, nos indépendants et nos ingénieurs, tous, ils sont le levier de la puissance française. C'est le moteur. Oui, tous, ils sont le moteur de la prospérité française. Ils sont le moyen de protéger les Français et de sauvegarder notre mode de vie et notre civilisation. Bravo! Certains prétendent que j'oppose la France aux Français. J'aimerais l'une et dédaignerais les autres. Ils se croient malins, ils se croient critiques, ils ne sont que flatteurs. Les mêmes où leurs aînés, il y a 50 ans, reprochaient la même chose au général de Gaulle. Je ferai donc la même réponse que notre grand homme. Les Français sont la France du moment. Leur dynamisme, leur ardeur au travail, leur découverte, leur succès font la prospérité des Français, mais aussi la puissance de la France. Ils permettent non seulement aux Français de vivre mieux, mais aussi à la France de parler haut. La guerre économique
est une réalité aussi incontestable et aussi cruelle que la guerre de civilisation. Notre déclin économique entraîne notre appauvrissement, mais également notre déclassement dans le concert des nations. En quelques décennies, nous sommes passés de la première division des grandes nations à la deuxième. En Europe, l'Allemagne nous méprise. Dans le monde, les nouveaux grands, chinois et asiatiques, nous toisent. La richesse nationale par habitant des Français était supérieure à celle des Allemands et des Américains en 1980. Elle est désormais inférieure de 15% à celle des Allemands et de plus de 30% des Américains. Même les anciens pays pauvres comme l'Espagne nous rattrapent. Je ne parle pas des Asiatiques qui, les uns après les autres, nous passent devant. Le travail est notre dignité, car nous ne travaillons pas uniquement pour nous. Nous travaillons parce que nos anciens ont transmis leur savoir-faire, leurs techniques et parfois leurs propres entreprises. Nous travaillons pour assurer à nos enfants et à nos petits-enfants un confort matériel, mais aussi une France puissante. Chacun à notre échelle. Chacun à notre échelle, chacun à notre poste, nous participons de cette création et de cette transmission de richesses. Nous travaillons grâce aux Français d'avant et nous travaillons au service des Français de demain. Préserver un art de vivre et un art de travailler, fait de petits commerces et de PME ingénieuses, d'artisans qui connaissent leur métier jusqu'au bout des ongles et d'ETI qui exportent le savoir-faire français jusqu'au bout du monde. Le compositeur autrichien Gustav Mahler avait ces mots magnifiques. La tradition, c'est la transmission du feu et non l'adoration des cendres. Nous voulons transmettre à nos enfants un pays flamboyant, un pays vivant, un pays créateur, un pays innovant, car là est le génie français. Nous l'avons sans cesse prouvé depuis 1000 ans, que ce soit au temps des cathédrales ou au temps de l'industrie. Au tournant de la guerre perdue contre la Prusse en 1870, le monde entier pensait la France ruinée et condamnée à jamais à rester une puissance moyenne qui regarde passer le train de l'histoire. Mais en quelques années, notre pays se relève, l'économie repart et l'ingéniosité française change le monde à jamais. Médecine, automobile, aviation, cinéma, architecture, la France est partout. Georges Méliès, Pierre et Marie Curie, Louis Pasteur, Gustave Eiffel, les Français inventent tout. C'est la grande leçon de l'histoire. Comme au football, la France n'est jamais aussi brillante que lorsqu'elle est outsider, quand elle est dos au mur, quand elle a tout à perdre. Nous avons tout à perdre parce que nous avons une civilisation à transmettre. Et une civilisation... Et une civilisation ne tombe pas du ciel. Elle est le produit millénaire du génie et du travail d'un peuple qui sait sublimer comme personne son savoir, ses ressources, son territoire. Ici, à Bordeaux et sa région, on cultive la vigne depuis 2000 ans. Depuis 2 millénaires, on sait que la civilisation, c'est l'appropriation victorieuse de la nature par l'homme. Par la sélection des espèces, l'apprentissage patient des variétés, par un travail méticuleux sur des générations, nous avons transformé, vous avez transformé le raisin sauvage en ce breuvage miraculeux et digne des dieux, le vin. Le vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, comme on dit à la messe. Ce et, tout est dans ce et.
La nature sans l'homme est une jungle. L'homme sans la nature n'est rien. C'est l'alliance des deux qui crée le monde dans lequel nous pouvons vivre. C'est cela, la civilisation. Le trésor merveilleux accumulé par nos prédécesseurs et qu'ils nous lèguent. La civilisation, c'est la volonté de l'homme appliquée à la nature. C'est elle qui a façonné les paysages de France depuis des millénaires et qui a fait de notre pays le plus beau du monde. Français, le devoir nous appelle. Le pays est à la croisée des chemins. Nous devons nous libérer d'une bureaucratie délirante qui nous empêche de travailler. Nous devons nous libérer d'une fiscalité écrasante qui nous accable. Nous devons nous émanciper du politiquement correct qui nous interdit de nommer le mal qui nous ronge. N'oubliez jamais la sagesse d'un autre grand Bordelais, l'ami de Montaigne, Étienne de la Boétie. Le tyran se défait tout seul, pourvu qu'on ne consente plus à la servitude. La servitude est toujours volontaire et les Français ont décidé d'être libres. Libre de créer, libre de travailler, libre d'innover, libre d'inventer, libre de dénoncer les envahisseurs qui nous menacent, libre de combattre ceux qui nous agressent, nous violent et nous tuent, libre de se battre pour retrouver leur pays, libre de lutter contre ceux qui veulent nous faire disparaître. Il y a quelques jours, François Hollande est venu témoigner au procès des attentats Étrangement, nos médias n'ont pas retenu l'une de ses déclarations. J'ouvre les guillemets. Nous savions, dit-il, que dans les flux de réfugiés, il y avait des terroristes. Mais nous ne savions ni où, ni quand, ni comment ils allaient nous frapper. François Hollande a le don des phrases qui disent tout et qui prouvent à la fois sa lucidité et son impuissance. Vous vous souvenez que dans un livre, il y a quelques années, il avait dit à 2 journalistes, en parlant de l'immigration, « Tout cela finira par une partition ». Et là, il recommence. Il savait, eh oui, il savait qu'il y aurait des terroristes. Il savait, mais il n'a rien fait. Le pouvoir était au courant du danger et il a préféré que des Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants de venir en France. À l'époque, nous avions alerté sur ce risque. La presse de gauche nous avait ri au nez. J'aurais préféré avoir tort. Voilà 6 ans que les visages de centaines de victimes hantent nos vies. Nos ennemis pensaient avoir mis la France à genoux. Ils ont cru y arriver. Ils ont vu ces journalistes trouver des excuses aux assassins. Ils ont vu ces bobos allumer des bougies dans les rues. En réalité, ce que nos ennemis ne savaient pas, c'est qu'ils ont réveillé une France qui, de toute son histoire, n'a jamais baissé les yeux. Aussi redoutable qu'implacable. La France des poilus de 14, dont nous avons célébré hier la glorieuse victoire et qui ont lutté pied à pied dans la boue, au milieu des obus et des mitrailleuses allemandes, avec une détermination farouche et tranquille, sans haine mais sans faiblesse, qui leur faisait simplement crier « On les aura ». Vive la France! Oui, nous sommes cette France. Le combat pour notre survie ne fait que commencer. Il sera long, il sera éprouvant, il sera douloureux. Mais nous gagnerons, car à la fin, la France gagne toujours.
amis, je vous demanderai de respecter 1 minute de silence pour nos compatriotes tombés sous les balles il y a 6 ans, pour dire aux victimes que nous ne les oublions pas et pour dire aux coupables et à leurs complices que nous ne les lâcherons pas. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour les victimes. Merci pour leurs familles, leurs proches. Merci pour tous les Français qui, comme je vous l'ai dit, n'oublieront pas ce massacre indigne. Pour tous les Français qui n'oublieront pas non plus les coupables et leurs complices. Et le châtiment juste que nous leur réservons. Car oui, la France n'a pas dit son dernier mot. Les Français n'ont pas dit leur dernier mot. Séance de questions-réponses, comme d'habitude. Eric, vous êtes prêt à vous livrer aux questions des gens qui sont venus vous interroger. On est sur un thème économie ce soir. On va vous donner la parole. Levez la main, essayez de varier les thèmes évidemment. Monsieur, première question. Monsieur Zemmour, je suis là. Ici. Bonjour Monsieur Zemmour. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour ce que vous dites, pour ce combat que vous menez depuis 15 à 20 ans. Je vous suis et vous n'avez jamais varié, ce qui nous laisse quand même penser que vous êtes sincère dans vos prises de position et dans vos convictions. Et ça, c'est encore important. Par ailleurs, si je suis à fond derrière vous, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes le seul, personne d'autre sur ce créneau, vous dites que l'islam n'est pas compatible avec la France. Alors, je vais vous poser une question pratique, peut-être au ras des pâquerettes ou sur le plancher des vaches, parce qu'il se trouve que je suis le président d'une association qui s'appelle Vigilance Halal et qui lutte contre l'abattage rituel des animaux.
Président, est-ce que vous prendrez la décision d'interdire l'abattage rituel en France? C'est une question assez difficile. J'avoue que c'est une question délicate, car ça concilie deux choses. Ça concilie d'abord la liberté religieuse et d'autre part la souffrance animale. Je pense qu'il faut effectivement essayer de trouver un compromis. Et il y a beaucoup de discussions autour des animaux qui seraient d'abord étourdis. Je pense qu'il faut nous diriger vers un compromis de ce type-là. J'essaie de faire court parce qu'on m'explique dans les autres villes que je fais trop long. Donc maintenant, vous aurez des réponses brèves et synthétiques. Bonsoir. Une question là-bas, tout au fond. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est une petite question de géopolitique. Vous parlez de réindustrialisation et de choc des civilisations. Vous savez que notre industrie est dépendante des hydrocarbures et que la majorité des pays de l'OPEP sont également membres de l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique. Est-ce que vous avez prévu de développer les produits de substitution aux hydrocarbures d'origine islamique? Vous savez, je ne pense pas, ça va vous paraître paradoxal, mais je ne pense pas que la lutte légitime de la France contre l'immigration et sa défense de sa civilisation contre l'islam nous empêche forcément de commercer avec les pays musulmans. Je ne crois pas du tout à cela. Vous savez, la Chine fait bien plus que cela, puisqu'elle persécute des musulmans, et ça n'empêche pas les Turcs, qui se prétendent les grands défenseurs de l'islam dans le monde, de s'entendre avec les Chinois, de commercer avec eux, de se rapprocher même sur le plan géostratégique. Je pense que tout cela est assez indépendant, contrairement à ce que l'on croit. Je pense que la France est visée, par exemple, vous vous souvenez des manifestations contre la France au Pakistan, parce qu'elle est faible. On ne s'en prend pas aux forts, on s'en prend aux faibles. On ne s'en prend pas aux Chinois, on s'en prend aux Français. Je pense que le premier sujet de la France, c'est de revenir fort et de nouveau de se faire craindre. Et elle commercera avec tout le monde et on pourra acheter du pétrole aux pays arabes et aux autres. Ce ne sont pas les seuls d'ailleurs. Merci. Une question ici de ce côté-là. Monsieur, sur votre droite, Eric. Bonsoir à tous. Ici. Bonsoir, monsieur Éric Zemmour, et merci. Merci de venir à la rencontre des Français comme vous le faites et de faire renaître et vivre cet espoir que nous avons tous en vous. Avant de poser ma question qui aura sur le thème de la défense personnelle, permettez-moi de me présenter succinctement. Voilà, je suis un patriote, je suis ex-militaire de carrière, une vingtaine d'années dans l'armée de terre, je suis depuis 5 ans dans la réserve opérationnelle, terre, garde nationale, je suis tireur sportif, moniteur de tir militaire, et je suis membre de l'association ARPAC qui a été créée après les attentats de 2015, qui demande le rétablissement du port d'armes citoyen. Alors rassurez-vous, messieurs, dames, nous ne souhaitons pas armer la population et mettre une arme dans les mains de chaque Français. Voilà. Mais nous souhaitons, pour les personnes qui le souhaitent, sous conditions administratives, capacité physique et mentale, une formation adaptée, des contrôles réguliers, nous souhaitons mettre et insérer dans la population des primo-intervenants qui puissent agir dans le cadre strict de la légitime défense dans le quotidien. Vous savez, monsieur Zemmour, que la situation sécuritaire est catastrophique. Mon camarade du 17e RGP, Emmanuel Cueil, est mort sous les coups de racailles il y a quelques jours. Donc, je finirai par dire que la vie est un bien précieux et c'est un droit fondamental pour moi de pouvoir la défendre. Donc, je souhaite le rétablissement du port d'armes citoyen sous condition. Quel est votre avis sur ce sujet-là ?
comprends tout à fait votre émotion et votre détermination, et je l'approuve. Maintenant, je dois vous dire que nous devons d'abord et avant tout rétablir la contrainte, le monopole de la contrainte légitime à l'État. Je suis sûr d'ailleurs que vous serez d'accord avec moi. C'est d'abord la police qui doit rétablir l'ordre. Il faut redonner des moyens à la police. Je pense que, évidemment, nous devons d'abord commencer par cela, car avec l'aide de la police, avec la détermination, avec le fait que nous allons permettre à la police de se défendre, nous allons retourner le principe de la légitime défense en faveur de la police. Nous devrons aussi alléger aussi toutes les procédures tatillonnes, imposer aux magistrats des peines planchées qui ne pourront pas alléger. Vous voyez, il y a des tas de mesures à prendre qui peuvent justement retarder et empêcher ce que vous proposez. Ça doit être, ce que vous dites, c'est en dernier recours. Mais il faut d'abord rendre à l'État sa force et rendre à la police sa Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, monsieur. Une question ici, de ce côté-là. Monsieur, allez-y. Bonjour Monsieur Zemmour. Alors, Bonjour, monsieur. je suis handicapé. C'est vrai que nous sommes les oubliés généralement des élections et même des réunions interministérielles et tout ça. Et quand on en parle, c'est généralement des sujets très effacés. Je m'explique. Pour les présentations, j'ai fait 2 crises cardiaques il y a 3 ans. En 2 mois, j'ai survécu à ça. Depuis 3 ans, je me bats pour mon statut. J'ai réussi, après moult et moult combats, à toucher une allocation adulte handicapé qui m'a été retirée 3 mois plus tard, et ensuite remise pour une durée de 3 ans que je dois renouveler tout le temps. On m'a donné une carte priorité, et une carte priorité handicapée en interdisant le stationnement handicapé. C'est un scandale abominable. Les joies de la bureaucratie française. Voilà, mais attendez, c'est pas le plus marrant. Le plus marrant, c'est quand on m'a donné ma première carte de priorité, c'était avec le visage d'une vieille femme. Voilà, c'est du dégueulasse, du cynisme dégueulasse. En plus de ça, je voudrais quand même parler avec les associations. Actuellement, la ministre s'est vantée devant M. Farrugia d'avoir, résolu une partie du chômage chez les handicapés. Ah, c'est très simple, la plupart des gens qui étaient à 80%, ils les ont baissés à 79% pour les obliger à travailler et bien sûr leur faire un chantage avec l'allocation adulte handicapé, ce qui est dégueulasse. Ah oui, c'est une honte. Actuellement... Allez-y, posez votre question, monsieur, parce que là, vous allez être plus long que moi, donc on va se faire gronder tous les deux. Voilà. Excusez-moi, oui, vous avez raison. Quel serait votre avis, votre point de vue dessus, et quel serait, vous, par rapport à votre... Admettons, si vous choisissez d'être président... C'est pas moi qui choisirais, vous savez. Non, certes. Votre question, monsieur, merci. Qu'est-ce que vous feriez pour les handicapés? Écoutez, je comprends très bien votre souffrance et vos préoccupations, et j'imagine que vous êtes le jouet de la bureaucratie française qui n'a jamais de limite pour inventer des nouveaux jeux pour gêner les gens et pour rendre leur vie impossible. Je ne vais pas me mettre à faire des promesses comme ça inconsidérées. Vous savez que c'est pas mon genre, et ni vous ni moi n'aimeriez ce jeu-là. En revanche, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut être à la fois, il faut définir des règles strictes pour tout ce qui est aide sociale, etc. Et les règles strictes sont simples. Nous réserverons, je propose de réserver tout ce qui a trait à la solidarité nationale,
c'est-à-dire minimum vieillesse, allocation logement, et tout ce qui n'est pas purement contributif, uniquement aux Français. Je pense que ça nous permettra... Je pense que ça nous permettra d'abord d'être plus juste, parce que la solidarité nationale, comme son nom l'indique, doit rester nationale, et cela nous permettra en plus de réduire un peu ce monstre que nous avons inventé et qui est la protection sociale française et l'assistanat généralisé. Donc nous devons effectivement recentrer nos aides sociales sur les nôtres, c'est-à-dire que, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci beaucoup. Une question qui se dirige à votre gauche. Ici, le monsieur, allez-y. Oui, monsieur Zemmour, merci de votre présence. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Une question, justement, sur le monstre dont vous venez juste de parler. Et ma question est simple et j'espère directe, c'est comment allez-vous vous y prendre pour justement décider d'une mesure efficace et rapide pour baisser les charges sociales ou pour organiser, disons, la protection sociale d'une manière beaucoup plus juste et surtout moins lourde pour les entrepreneurs. J'ai commencé à vous répondre dans la précédente, pour la précédente question. C'est-à-dire que nous avons un problème qui paraît insoluble et qui est l'énormité de notre protection sociale. Nous avons, je crois, en 2019, 819 milliards de dépenses sociales. Nous sommes recordman du monde et nous n'avons absolument pas de concurrents à notre niveau. Nous devons donc réduire ce chancre de la protection sociale sans réduire la protection sociale des Français, sans réduire le modèle social des Français. C'est toute l'ambiguïté et c'est tout l'enjeu. Il faut à la fois réduire, car il faut limiter et réduire les charges sociales qui pèsent sur les entreprises, et en même temps ne pas affaiblir la protection sociale des Français. Donc je pense qu'il y a plusieurs moyens, plusieurs politiques à suivre. La première, je vous l'ai dit, c'est faire de ces aides sociales qui ne sont pas contributives, c'est-à-dire qui ne correspondent pas à une cotisation, il faut les réduire aux Français. Il y a aussi une deuxième méthode qui est de mieux gérer la sécurité sociale et de lutter davantage contre les fraudes sociales. Vous savez, on hésite toujours... on hésite toujours sur le montant. Certains disent 50 milliards, d'autres disent entre 15 et 45 milliards, peu importe. En tout cas, ça fait des grosses sommes que nous pourrions économiser. Et troisième chose, nous devons travailler plus collectivement. C'est-à-dire que, vous voyez, nous sommes un des pays qui a le plus faible pourcentage de travail et le plus faible nombre d'heures travaillées pendant l'année collectivement. Non pas que les Français travaillent moins que les autres, individuellement, mais parce que les jeunes rentrent moins plus tard sur le marché du travail, et les gens plus de 50 ans sont systématiquement ou régulièrement virés par les entreprises car ils coûtent trop cher, ils ont des salaires trop élevés, etc. Je pense qu'il nous faut absolument réduire cela, réduire cet handicap et permettre aux jeunes, par une formation professionnelle adaptée, de rentrer plus tôt sur le marché du travail, et surtout faire que les gens entre 50 et 65 ans soient au travail et ne soient plus mis au chômage ou au RSA, etc. Donc c'est pour cela qu'il faut remonter l'âge de la retraite jusqu'à, disons, 64 ans. Aujourd'hui, vous savez, 64 ans, ce n'est pas vieux, hein. Moi, je les ai presque, alors je ne vais pas vous dire que c'est vieux. Et on peut très bien, aujourd'hui, l'espérance de vie à 64 ans est plus grande que celle à 60 ans en 1981, quand on a mis la retraite à 60 ans. Évidemment, il faudra nuancer tout ça selon les gens qui ont travaillé tôt, selon les gens qui ont fait des travaux difficiles, etc. Mais je pense que tout cela peut nous permettre de faire beaucoup d'économies, de réduire les charges sociales, et nous pourrons ainsi faire non seulement permettre à nos entreprises d'être plus compétitives, mais aussi
aux salariés d'avoir un salaire net plus élevé. Parce que le drame français, c'est que le salaire net est trop bas. Et que, en vérité, le salaire coûte très cher aux entreprises, et donc ça les empêche d'être compétitives, mais en même temps, ce que touche le salarié sur sa feuille de paye est toujours trop bas. Donc j'ai proposé, je ne sais pas si vous m'avez entendu, j'ai proposé que les économies que nous ferions en faisant que la solidarité nationale redevienne aux nationaux et ne soit plus donnée au monde entier, ce qui est évalué à peu près à 20 milliards d'euros, nous compensions ainsi par une baisse de la CSG, une baisse massive de la CSG pour les salaires modestes, les salaires de SMIC ou aux alentours. Et ça peut faire une grosse somme à l'arrivée. C'est-à-dire, en gros, pour quelqu'un qui a le SMIC, ça lui ferait un SMIC supplémentaire à la fin de l'année. C'est quand même 1250, 1300 euros, c'est énorme. Voilà ce que je propose pour à la fois alléger les charges des entreprises et en même temps permettre aux salariés, en particulier les plus faibles, d'avoir un meilleur salaire et d'avoir un salaire net beaucoup plus élevé. Merci. Une question un peu en haut, et sur votre gauche, un petit peu en haut. Madame, allez-y, parlez. Bonsoir, Monsieur Zemmour. Bonsoir. Je suis ravie de vous voir. Merci, madame. Très près de vous. Voilà. Moi aussi. Moi, je vous vois pas bien, mais je suis ravi quand même. Je m'approche. Ah oui, je vous vois mieux là. Vous avez raison. Ah bah oui. Bah vous savez, je suis myope, alors là, je vous vois bien. Là, ça va. Non, mais Monsieur Zemmour, on parlait quand même que vous n'aimez pas les femmes, voyez. Il paraît. Beaucoup de femmes sont présentes ce soir. Merci à vous. Alors, Monsieur Zemmour, je voulais vous poser une question sur un mouvement qui est en train de bien s'insérer en France, un mouvement qui est importé aux États-Unis, qui s'appelle le wokisme. Donc, qui s'insère à la fois dans l'université, à Sciences Po, et également, je voulais vous interroger aussi sur la circulaire de M. Blanquer pour les écoles, voilà, la théorie du genre. Voilà. Très court. Très court et je vais essayer de faire court. Je vais essayer de pas être long. Effectivement, vous avez raison, cette idéologie du woke, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui se prétendent éveillés aux inégalités, aux souffrances réelles ou imaginaires, uniquement en fonction de la couleur de peau ou du genre, comme ils disent, est une plaie pour la liberté de penser, est une plaie pour simplement la salubrité intellectuelle, et est une plaie pour nos écoles et nos universités. Et nous devons donc absolument la combattre. Et vous savez, aujourd'hui, elle se répand comme traînée de poudre, d'abord parce qu'elle bénéficie d'une certaine complicité médiatique, mais surtout, on ne le dit pas assez, parce que nous avons, pour des raisons qui m'échappent, confié désormais le financement de nos universités, le financement des grands programmes universitaires à l'Europe. Et c'est l'Europe qui exige, en échange de subventions sonnantes et trébuchantes, qui exige que soient développées ces théories fumeuses, ces théories du genre, ces théories décoloniales, etc. C'est-à-dire que nos dirigeants d'universités n'ont pas les financements qui leur permettent de faire vivre leurs universités si elles ne multiplient pas les thèses sur ces thèmes-là, théorie du genre dans le Périgord au XIIIe siècle, vous voyez le genre, c'est le cas de le dire. Nous devons, si vous voulez, c'est cela aujourd'hui. Et ce qui est grave, c'est que le développement de ces théories à l'université va finir par se répercuter sur nos écoles. C'est-à-dire que les professeurs qui vont étudier à l'université, qui vont avoir des CAPES, s'ils ont des CAPES de littérature ancienne, ils pourront enseigner la littérature ancienne. S'ils ont des CAPES de la théorie du genre dans le Périgord au XIIIe siècle, ils ne pourront pas enseigner autre chose. Et donc ça va se répercuter sur nos enfants dans les écoles.
Donc c'est pour cela que le gouvernement actuel et l'Europe sont criminels. Les uns de céder à l'Europe, les autres d'encourager ce genre d'idéologie. Donc nous devons faire deux choses, vous comprenez bien, récupérer cette compétence au niveau du gouvernement français et ne plus financer, faire le contraire de ce qu'ils font, c'est-à-dire ne plus financer toutes ces thèses qui se fondent sur ces théories fumeuses. Nous devons les combattre avec leurs propres armes. Maintenant, vous m'avez interrogé sur, évidemment, la circulaire Blanquer qui favorise, qui défend ce qu'ils appellent la transition transgenre. J'ai déjà dit ce que j'en pensais. Je considère que M. Blanquer a fait vraiment est coupable d'une faiblesse criminelle. Quand vous lisez la circulaire, vous êtes saisi d'effroi. On va dans tout ce que ces lobbies LGBT cherchent, c'est-à-dire déstabiliser les enfants les plus jeunes. Vous savez, on le sait bien, nous autres, tous les enfants, et nous avant eux, ont des états d'âme sur leur identité sexuelle. C'est le propre de l'enfance, c'est le propre de l'adolescence. Qui sommes-nous? Sommes-nous une fille? Sommes-nous un garçon? Qui désirons-nous? C'est des questions éternelles qui ont fait tous les romans depuis des siècles et qui, évidemment, taraudent toutes les nouvelles générations. Sauf qu'aujourd'hui, certains lobbies, en particulier le lobby LGBT, qui a table ouverte dans l'éducation nationale, se sert, utilise, instrumentalise ces états d'âme pour faire et pour développer et pour encourager des choses absolument innommables comme les transitions de genre, les dysphories de genre, comme si un enfant pouvait être arrêté dans sa croissance. On lui donne des cachets pour arrêter sa croissance, on fait des ablations de ceci, de cela. C'est absolument innommable. Et que le gouvernement et que M. Blanquer, pour lequel j'avais le plus grand respect, soit complice de ces gens-là, vraiment me donne de l'urticaire et me fait... J'ai honte pour lui. Voilà, je pense qu'il faut faire le contraire de ce qu'il fait, c'est-à-dire chasser les lobbies LGBT de l'école, c'est-à-dire expurger. Vous savez, je vous encourage à lire, et ce n'est pas parce que c'était mon ancien journal, le dossier réalisé ce week-end par le Figaro Magazine sur les livres scolaires. Vous y verrez à quel point la propagande de la théorie du genre, décoloniale, LGBT a fait son œuvre. Je pense qu'il faut absolument combattre cette idéologie, faire pression sur les éditeurs. On nous dit dans le journal, dans le Figaro Magazine, la responsable des programmes, nommée par M. Blanquer, nous dit « Ah mais je ne peux rien faire, l'État ne peut rien faire contre les éditeurs qui sont soucieux de leur liberté éditoriale. » Moi, je vais vous dire, leur liberté éditoriale, je m'assois dessus, français... Et je ne peux pas croire que l'État n'a pas, l'État qui, je rappelle, fait vivre ses éditeurs scolaires par ses achats scolaires, tout bêtement. Je ne peux pas croire que l'État n'a pas les moyens de faire pression sur ses éditeurs. Merci. Ici. Bonsoir Monsieur Zemmour, je suis là. Voilà. Oui, je vous vois. Oui, tout le monde connaît le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron et tout un tas de mesures liberticides qui sont suivies. La France a été obligée de s'endetter considérablement, et notamment avec ce pass sanitaire qui va être prorogé jusqu'au 31 juillet. Si vous êtes élu au mois d'avril, est-ce que vous allez continuer ce pass sanitaire ou est-ce que vous allez l'arrêter ? J'avoue que ce pass sanitaire m'interroge. Non pas que moi ça me dérange plus que ça,
dans la vie de tous les jours. Après tout, on peut donner comme ça, c'est un peu agaçant, mais sans plus. En revanche, j'avoue que je ne comprends pas plusieurs choses. D'abord, je ne comprends pas cette histoire de vaccination qui n'empêche pas de transmettre le virus. J'avoue que je m'interroge moi aussi comme tout le monde et j'aimerais bien avoir des réponses simples. J'avoue que je ne comprends pas, vous avez vu le rapport récent qui révèle qu'en vérité, pendant toute l'épidémie, il n'y avait que 5% des lits de réanimation occupés. Si cela est vrai, ça veut dire que M. Véran et M. Salomon nous ont menti pendant un an en nous affolant et en nous disant qu'on était au bord du collapsus hospitalier et qu'on allait trier les malades dans les couloirs des hôpitaux. J'aimerais que M. Véran, qui donne volontiers des leçons et qui me donne volontiers des leçons de démocratie et de liberté, s'explique démocratiquement devant le peuple français. Maintenant, il y a une troisième interrogation. Est-ce que ce pass sanitaire sera exigé pour aller voter ? Là aussi, je pense qu'au minimum, M. Castex doit s'expliquer et garantir qu'il trouvera les moyens de permettre à tout le monde, je dis bien à tout le monde, de voter. Sinon, je pense que là, vous m'entendriez. Bonsoir Monsieur Zemmour. Bonsoir Monsieur. Alors j'ai 20 ans et je suis agriculteur. Donc ma question est assez simple et porte naturellement sur l'agriculture. Quel regard portez-vous sur l'agriculture d'aujourd'hui en France, surtout pour l'agriculture de demain? Personnellement, je pense qu'il va falloir se nourrir, mais se nourrir par nous-mêmes. Vous avez raison, c'est une question... c'est une question absolument majeure et je dirais même que c'est un des grands paradoxes contemporains. C'est-à-dire que la France était réputée en Europe pour être le grenier de l'Europe. D'ailleurs, quand nous avons forgé le marché commun, comme on disait à l'époque, l'accord entre le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, le chancelier allemand, était simple. Les Allemands pouvaient vendre leurs voitures en France et les Français pouvaient vendre leurs produits agricoles en Allemagne et dans l'Europe. Et pour cela, il y avait non seulement une absence de taxes douanières entre les 6 pays du marché commun, mais on l'oublie toujours, il y avait autour du marché commun ce qu'on appelait un tarif extérieur commun, qui était en fait des taxes douanières pour protéger la production européenne, et en l'occurrence la production agricole française. Les Européens, les Français ont abandonné tout cela. Et aux grandes dames des agriculteurs, ils ont transformé ceci en assistés qui attendent leur chèque, et encore leur pauvre, leur misérable chèque, puisqu'ils ne peuvent pas vivre de leur travail, puisqu'ils sont concurrencés par des pays qui ne respectent ni les normes, ni les règles les plus élémentaires de protection des animaux et de protection de la nature. Donc je pense que nous devons faire cesser cela. Et je vous le dis, car j'ai lu cela récemment, il se prépare encore un mauvais coup pour les agriculteurs. Le gouvernement français a demandé à la Commission de Bruxelles de suspendre, je dis bien suspendre et non pas arrêter, suspendre, vous avez compris, jusqu'en mai 2022, les accords de libre-échange que la Commission de Bruxelles a signés, a négociés avec 2 pays qui vont vous parler, c'est-à-dire le Chili et la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez bien compris, si le Chili signe un accord avec l'Europe de libre-échange, ça veut dire que nous allons être envahis de poulets chiliens. De même, pour les Néo-Zélandais, avec les moutons néo-zélandais, etc. Ça veut dire que des gens qui ne respectent absolument pas nos règles, absolument pas nos normes, je parlais tout à l'heure des normes,
vont pouvoir envahir encore plus librement le territoire français. Et nous allons donc à une double catastrophe, une catastrophe personnelle des agriculteurs. Il y a aujourd'hui 2 agriculteurs qui se suicident par jour, c'est absolument colossal, c'est fou. Et une catastrophe alimentaire, parce que la France va devenir et devient de plus en plus importatrice de produits agricoles. Donc nous devons cesser tout cela, nous devons cesser cette folie du libre-échange mondialisé. Nous devons bloquer les accords de libre-échange qui sont négociés par la Commission de Bruxelles, car nous devons protéger nos agriculteurs. Et quelles que soient les humeurs de nos partenaires, qui eux, évidemment, je pense en particulier aux Allemands, qui sont prêts à tout sacrifier pour continuer à vendre leurs voitures dans le monde entier. Nous ne sommes pas la variable d'ajustement de Mercedes ou de Volkswagen. Deuxième question, Eric, tout en haut sur votre gauche. Voilà, de ce côté-là, madame. Allez-y. Bonjour Monsieur Zemmour. Bonsoir madame. Notre natalité s'effondre. Jeune mère veuve de famille, j'expérimente la difficulté de faire une parenthèse professionnelle pour élever des enfants. Et j'aimerais connaître vos propositions pour relancer une politique familiale. Oui, effectivement, nos chiffres sont de moins en moins bons, si j'ose dire, ou de plus en plus mauvais. Vous avez entendu parler, évidemment, du fameux 2,1 enfants par femme qui permet le renouvellement des générations, et nous serions à 1,8. Enfin, nous sommes à 1,8, pas tout le monde. Vous savez que... Vous savez que les femmes venues d'Algérie, du Maroc, sont à 3,5 enfants par femme, et celles de Turquie à 3 enfants par femme, plus que dans leur propre pays. Donc nous devons absolument régler ce premier problème, faire que les aides à la natalité française aident la natalité française. Nous devons donc réserver ces aides aux Français. Deuxièmement, vous avez raison, je pense qu'il faut tout faire pour permettre aux femmes de concilier la vie familiale, l'éducation des enfants et leur travail. Il y a une espèce de tyrannie intellectuelle. On ne doit pas, on ne peut pas dire que les femmes ont envie de concilier leur travail qu'elles aiment avec leurs enfants qu'elles chérissent par-dessus tout et qu'elles veulent élever. Je n'ai jamais compris cette espèce de tabou, comme si dire que les femmes sont aussi des mères de famille était absolument réactionnaire, odieux, misogyne, et qu'on n'avait pas le droit d'aider celles-ci à essayer d'avoir tous les bonheurs, tout bêtement. Je pense qu'il faudra effectivement travailler sur ce thème-là et donner de plus en plus les moyens aux femmes de pouvoir éviter de mettre leurs enfants, si elles n'ont pas envie, à la crèche à 3 mois. Je pense qu'il y a enfin effectivement tout un travail à faire là-dessus, et en tout cas c'est la direction que j'aimerais indiquer dans les mois qui viennent. Merci. Bonjour Monsieur Zemmour, je m'appelle Laurence Vallée. Merci de répondre aux questions telles qu'elles vous sont posées. Merci de tenir toujours une ligne par rapport à ce que vous dites. Vous ne prenez pas les pieds dans le tapis. Je me régale à regarder vos duels avec tous ceux qui viennent pour faire tomber, qui eux se prennent les pieds dans le tapis de leurs mensonges. C'est un vrai régal. Je viens vous poser une question, je ne savais pas trop quoi au départ, mais là c'est sûr, je voudrais savoir comment vous vous positionnez par rapport au nouvel ordre mondial. Au diable.
Ça, c'est une question. Alors, vous êtes venu gentiment à la question, mais alors là, vous m'avez pas loupé. Ça dépend ce que vous appelez le nouvel ordre mondial. Si vous voyez quelques personnes qui tirent les ficelles de tout le monde, je vous avoue que je n'y crois pas trop. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des lobbies, des ceci, des cela, mais voilà. Si vous voulez parler de ce qu'on appelle la mondialisation, la globalisation, ma position est assez simple, si j'ose dire. On ne peut pas échapper à la mondialisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à l'échange, aux échanges mondiaux, on a besoin d'importer, etc. Surtout qu'on s'est flagellé et on s'est affaibli en se désindustrialisant. Donc, d'ailleurs, nous avons toujours échangé avec le reste du monde, même quand nous étions plus protectionnistes qu'aujourd'hui. En revanche, et c'est toute la subtilité du terme anglais globalisation d'ailleurs, la globalisation, ce n'est pas cela. C'est la volonté d'élites mondialisées de créer un être unidimensionnel, un être stéréotypé. C'est la négation des réalités des peuples. C'est la négation des réalités des identités. Et ça, je pense qu'il faut lutter vigoureusement contre cela. Et vous savez bien, puisque apparemment vous me suivez depuis longtemps, que je serai le pourfendeur le plus déterminé à cette globalisation. Bonsoir, monsieur Zemmour. Bonsoir. Je suis ravi de vous avoir ce soir. J'ai une question par rapport au langage. À gauche, à votre gauche, ici. J'ai une question par rapport au langage. Les philosophes le savent et nos ennemis le savent encore plus. Les mots et le langage est un élément structurant de la pensée. Et je vais essayer de raccrocher en fait ma question à l'économie. Aujourd'hui, les médias subventionnés grassement par l'État mettent les mots de l'anti-France dans la bouche des Français. Que ferez-vous pour retirer ces mots-là ? J'allais vous dire, mais peut-être allez-vous trouver cela un peu prétentieux, mais j'allais vous dire, je le fais déjà, je me bats déjà. Je pense que mon premier combat a d'abord été sémantique à la télévision et dans mes livres, où justement je refuse et je me bats contre les mots de la doxa qui sont évidemment des moyens de nous imposer les idées. Vous connaissez le mot célèbre de Lénine, faites-leur manger les mots et ils avaleront la chose. Donc évidemment, vous avez tout à fait raison, il ne faut pas manger leurs mots, il ne faut pas manger les mots de la doxa et nous n'avalerons pas leurs choses. Et je sais que beaucoup, même de mes amis, me disent tu devrais mettre de l'eau dans ton vin, tu devrais accepter certains mots, certaines expressions convenues, tu devrais moins cliver. C'est l'expression des médias quand ils parlent de moi et l'expression de mes adversaires politiques. Moi, je pense tout le contraire. Je pense que d'abord la démocratie, c'est le clivage, c'est la discussion, c'est l'échange politique, et que on me reproche de cliver uniquement parce que je refuse d'employer le vocabulaire de l'adversaire. En vérité, je ne clive pas plus que cela. Même, je dirais que c'est moi qui suis au cœur de la population française. Quand vous voyez tous les sondages et ce qu'ils indiquent, en vérité, j'ai 70% des Français qui parlent comme moi, qui pensent comme moi. Donc, avec eux, je ne clive pas, je suis éminemment rassembleur. Mais effectivement, je continuerai à ne pas accepter la langue du dominant jusqu'à ce que, effectivement, là où vous avez raison, c'est que quand on a le pouvoir, c'est différent. On peut orienter, on peut défendre à l'école, tout simplement, apprendre aux enfants l'usage d'une langue française claire, précise, et qui permet de refuser toutes les facilités et les approximations de la langue woke dont parlait Madame tout à l'heure.
Merci, c'est pas grave. Bonsoir Monsieur Zemmour, Bonsoir. je m'appelle Yann Perrodo, je suis étudiant en master stratégie et enjeux globaux Europe-Russie à Sciences Po Bordeaux. Et je voudrais vous emmener hors de nos frontières avec une double question. Qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel de la relation française avec la Russie de M. Vladimir Poutine, affaiblie par un prisme technocratique européen, et quelles seraient les relations que vous voudriez dessiner et développer avec la Russie si vous êtes élu? Je vous avoue que j'ai une tendresse particulière pour la Russie. C'est un grand peuple. J'aime son histoire, j'aime sa littérature. J'ai toujours un plaisir fou à me plonger dans les livres de Dostoïevski, de Tolstoï, de Vassili Grossman et tant d'autres. J'ai toujours aimé sa littérature, et à travers sa littérature, on se plonge dans cet esprit russe qui nous est à la fois si étranger, parce que si fantasque, et en même temps si proche, parce que si fier et si farouche. Donc c'est vrai, j'ai une dilection particulière pour la Russie, et je ne comprends pas que les gouvernements français successifs, depuis des années, depuis des décennies, cèdent aux injonctions de la Commission de Bruxelles, et au-delà, parce que ne soyons pas dupes, au-delà aux injonctions américaines qui font tout pour diviser les pays occidentaux, en particulier la France et l'Allemagne, de la Russie. C'est une vieille stratégie américaine que l'ancien conseiller du président Carter et conseiller du président Obama, Brzezinski, a théorisé dans son livre fameux Le Grand Échiquier. Donc nous devons briser cette injonction, nous devons ne pas respecter cette injonction. Je pense que dans les années récentes, là où la France fut vraiment à la hauteur de son rôle et digne de son héritage, c'est quand le président Chirac a refusé la guerre en Irak, et surtout a trouvé l'alliance de l'Allemagne et de la Russie pour faire un front commun face à cette guerre stupide et criminelle. Je pense que là, nous avions vraiment accompli, malheureusement, ça a été éphémère, nous avions accompli le grand rêve gaullien de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Donc nous devons tout faire pour accomplir ce rêve. Pour cela, nous devons nous rapprocher des Russes. J'ai vu que Emmanuel Macron, d'ailleurs, au début de son mandat, avait eu cette même intuition évidente, mais malheureusement, comme toujours avec lui, les actes ne suivent pas les paroles. Nous devrions, par exemple, renoncer unilatéralement aux sanctions contre la Russie. Et nous devrions aussi, pour bien montrer aux Russes que nous sommes de nouveau les héritiers de la politique d'indépendance du général de Gaulle, nous devrions sortir de l'alliance intégrée et du comité militaire intégré de l'Alliance Atlantique. C'est-à-dire ne pas sortir de l'Alliance Atlantique, mais ne plus être dans les réunions du comité d'état-major. Voilà. Je pense que là, nous reprendrions notre rôle et nous nous rapprocherions utilement de la Russie que nous avons bêtement et de façon dangereuse laissé filer vers l'alliance avec la Chine. Écoutez, d'abord je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux, d'avoir été aussi chaleureux, aussi enthousiastes, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je tiens à vous dire évidemment que je vais dédicacer mon livre à tous ceux qui le souhaitent. Et je voulais vous dire que décidément, j'aime Bordeaux et que j'y reviendrai très vite. À bientôt. Merci à tous. Merci à vous tous.
Merci à tous, on vous rejoint pour la dédicace, c'est juste dehors à l'entrée. Merci à tous, on fait un petit point presse ici avec les médias. Merci de m'avoir été aussi nombreux ce soir.